Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Ce 3 mai, dimanche 3 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Thème retenu pour cette année, laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère numérique. Vous l'avez compris, cette émission, on ne va pas parler de la liberté de la presse, mais on la dédie quand même à ce journaliste, à ces hommes de médias qui chaque jour essayent de faire de leur mieux pour informer, donner la bonne et la vraie information à la population, non seulement de la République démocratique du Congo, mais également partout ailleurs. Il sera question, plus exactement dans le cadre de cette émission, de la politique, de la Commission électorale nationale indépendante, mais également des échanges que la centrale électorale a eu à organiser avec l'opposition. Nous passons en revue tout cela avec notre invité de ce soir. Madame, Messieurs, saluons tous ensemble le député national, président national de l'ECID, coordonnateur de Forces acquises au changement. Madame, Messieurs, retrouvons ensemble Monsieur Martin Fayoulou. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, je l'annonçais tout à l'heure, c'est la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Très rapidement, votre aperçu sur l'état de la presse ici en République démocratique du Congo? Écoutez, l'état de la presse en RDC laisse à désirer. Les journalistes ne sont pas libres de faire leur métier comme il se doit, comme ils l'entendent. Il faut un jour que le journaliste au Congo puisse travailler comme partout ailleurs, c'est-à-dire exercer ses métiers nobles et donner l'information, traiter l'information et recueillir l'information librement, et que le peuple congolais puisse savoir que l'information sortie de ces journalistes, c'est une information de qualité, une information non censurée, et que les journalistes ne puissent pas avoir peur demain, de se faire arrêter, demain de se faire tuer, surtout parce qu'on ne peut pas ôter la vie de quelqu'un parce que il a choisi comme métier d'informer les autres. Alors il y a quand même selon certaines statistiques, une nette régression par rapport aux atteintes à la liberté de la presse. Selon certaines statistiques, vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même des avancées, parce que la liberté de la presse va de pair aussi avec la liberté d'expression? Mais il n'y a pas d'avancée. Mais les télévisions qui sont jusqu'aujourd'hui fermées, prenons par exemple la télévision catholique, pourquoi elle est fermée? Pourquoi toutes ces télévisions qui appartiennent aux membres de l'opposition, pourquoi elles sont fermées? Doit-on tout dire à la télévision? Mais doit-on tout dire à la RTNC? Doit-on insulter les gens à la RTNC? Doit-on insulter les gens dans des médias qui appartiennent à la mouvance kabyliste? C'est ça la question qu'on doit se poser. Il faut que la règle soit la même pour tout le monde. Et surtout une télévision nationale, une télévision qui est financée par les trésors publics. Est-ce que cette télévision doit être une télévision partisane? Non, mais il faut laisser les autres. Mais il faut que tout le monde respecte les codes de déontologie liés à ces métiers-là. Alors vous êtes au contact quand même chaque jour qui passe avec des journalistes. Comment jugez-vous la qualité quand même, malgré cet environnement que vous décrivez quand même assez délétère? Le journaliste que vous côtoyez au quotidien, vous pensez qu'ils n'ont pas des choses à se reprocher, le journaliste congolais? Mais comme tout le monde. Ici, dans cette société congolaise, tout le monde a des choses à se reprocher, comme d'ailleurs dans toutes les sociétés. Et la qualité de journaliste est liée à la qualité de l'ensemble de la population, comme la qualité du politique ou du politicien est liée à l'ensemble de la population, comme la qualité de tout le monde, la qualité de ministre. Alors qu'est-ce que vous reprocheriez, vous, personnellement, aux journalistes congolais? Écoutez, moi, ce que je demande aux journalistes congolais, de faire leur métier en toute indépendance, qu'ils ne subissent pas des pressions des autres, qu'ils exercent réellement leur indépendance. Et je constate que deux fois, et même de même, ils se censurent, et même de même, ils traitent l'information d'une façon qui n'est pas, je voulais dire, réaliste. Ok? Et des fois, on ne pose rien à ces journalistes, mais vous le voyez, c'est censurer eux-mêmes. Donc, mais, je veux dire, dans l'ensemble, mais il y a des journalistes qui prennent le risque de faire leur métier correctement.
Donc moi j'ai dit, les journalistes congolais sont dans la société congolaise, qui est une société aujourd'hui médiocre, et nous devons tous, chacun dans son domaine, essayer d'aller vers l'excellence. La liberté de la presse permet de mesurer la température, même, c'est une sorte de levier pour la démocratie d'un pays. Tout à fait, la liberté de la presse. Et, mais vous voyez ici, effectivement, il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de radio. Mais tout ça, est-ce que la liberté de la presse peut se mesurer par les nombres des journaux, des télévisions, des radios privées? Non. La liberté de la presse se mesure par le nombre de non-arrestations des journalistes quand ils ont écrit des articles, comment dire, que certains jugent difficiles à accepter. La liberté de la presse se juge par le fait que non, telle année, il n'y a pas un seul journaliste qui est mort dans l'exercice de son métier. Il n'y a pas un seul journaliste qui a été arrêté parce qu'il a informé. Il n'y a pas un tel journaliste qui a reçu des coups de fil, des menaces, parce qu'il a interviewé un politicien de l'opposition et que ce politicien n'a pas eu la langue de bois et il a dit ouvertement, ou en tout cas ce qu'il pensait. Donc c'est ça la mesure. On signale aux téléspectateurs que d'ici le 17 juin, toutes les télévisions ne vont pas fermer, mais on va passer de l'analogie au numérique, présenté par certains comme un moyen de censurer, de museler la presse congolaise pendant les périodes électorales, alors que ça ne fait que contribuer à l'amélioration de la qualité, comme ça se fait partout ailleurs. Est-ce qu'il y a des craintes à émettre par rapport à ça? Mais il y a des craintes. La TNT a amélioré la qualité partout ailleurs. Il y a des pays qui sont plus avancés que notre pays, qui ne sont encore au système analogie. Il y a des pays qui se sont essayés comment dire, la TNT et qui font marche arrière. Oui, nous voulons la qualité et nous disons il faut toujours, mais il faut aller étape par étape. Il faut prévoir, il faut avertir, il faut se préparer. Alors au Congo ici, on prend tout et dit bon, bouf. Alors découpage électoral, allons-y, on le fait sans moyens, sans infrastructure, faisons le découpage électoral. TNT, allez, allons-y. Parce que il n'y a que quelques télévisions qui, elles, sont financées on ne sait comment et qui peuvent être capables d'accéder à cette technologie, et les autres télévisions. Mais qu'est-ce que vous faites des autres? Non, nous nous disons, oui, nous voulons l'excellence, nous voulons la qualité. Mais la qualité, dans quel environnement? Dans l'environnement où tout est dans le poteau-poteau, tout est dans la boue. Regardez les routes. Regardez les constructions, regardez les maisons, regardez l'aménagement de nos villes, de nos quartiers. Mais il n'y a rien ne va. Vous dites ici, vous allez ici, nous sommes à la Gombe. À la Gombe, allez juste à 200 mètres de l'hôtel de ville dans les environs. Vous allez voir comment c'est crasseux. Alors vous voulez simplement faire entrer les gens dans un système et partout ailleurs, les restes, c'est la crasse. Donc nous nous disons que c'est un moyen pour que les autres Congolais, que les autres chaînes de télévision qui ne peuvent pas accéder à cette technologie ne puissent pas émettre. Parce que ces chaînes de télévision, on ne peut pas les contrôler. C'est une façon de réduire, de censurer la presse, de censurer le patron de télévision, donc de truquer, de trafiquer l'information. Et comment dire, de ne pas permettre aux consommateurs, donc au peuple, d'avoir une information libre. Revenons à l'actualité politique ici au pays. La semaine dernière, si je ne me trompe, vous aviez été reçu par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, de quoi avez-vous parlé? Très simplement, nous avons parlé des élections. Nous avons écrit au bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour dire que voilà, nous voulons une ultime rencontre. Nous avons rappelé à ces bureaux que nous avons adressé une lettre le 3 mars, donc à ces bureaux, et pour introduire ou présenter notre contre-proposition de calendrier, et que ces bureaux avaient dit qu'il allait nous contacter et nous répondre par écrit. Et nous avons dit au bureau
qu'il avait lancé l'opération des retraits et comment dire, des dépôts des candidatures pour les élections provinciales et que nous ne participerons pas à cette activité simplement parce qu'il y a des préalables. Les préalables sont au nombre de 3. Le premier, c'est que nous voulons d'abord l'opération d'enrôlement sur toute l'étendue de la République. Cette opération qui va concerner toute personne qui est majeure, c'est-à-dire qui a 18 ans ou plus. Et cette opération va résoudre le problème du fichier électoral, va résoudre le problème, le fait qu'on n'a pas eu l'audit du fichier électoral. Cet enrôlement va résoudre le problème des nouveaux majeurs. Nous avons aujourd'hui plus de 60% des jeunes gens qui sont dans les universités et instituts supérieurs, qui ont entre 18 et 21 ans, ou même 22 ans, et qui n'ont pas de carte d'électeur. Donc, ils sont privés de leur devoir civique, tel qu'est prévu dans l'article 5 de la Constitution. Et donc, nous avons dit, ça, c'est le premier préalable. On reste dans le premier préalable, la révision du fichier. On va aller mollo pour mieux expliciter à cette population. Vous parlez de la révision du fichier, mais nous sommes carrément en train de poursuivre un processus. C'est ça l'explication de la CENI. Pourquoi doit-on faire un autre enrôlement si ce n'est que la poursuite d'un processus qu'on a entamé en 2011? Exactement, c'est l'argument qui a été avancé fondé par le bureau. Quand même. C'est pas fondé. Nous leur avons demandé, écoutez, oui, allons-y jusqu'au bout. Pourquoi une autre loi électorale? Pourquoi une autre loi électorale? Dites-nous. Il n'avait pas de réponse. Non, vous ne pouvez pas. Donc ce sont des réponses, vous voyez, farfelues, qui ne tiennent pas debout. Nous avons des jeunes gens qui n'ont pas été enrôlés en 2011. 1. 2. Nous avons, en 2011, exigé l'audit du fichier électoral. Et ce fichier est corrompu. 32 millions de lecteurs. Personne ne sait s'il y a exactement 32 millions. Eux-mêmes à la CENI, ils ont dit que non, on n'a pas 32 millions, il faut commencer par fiabiliser ces fichiers. Mais ils ont fiabilisé ces fichiers avec qui? Qui a vu? Et même, ils ont dit, dans leur calendrier, il faut l'audit du fichier électoral. D'ailleurs, qui a été recommandé par tous les observateurs, tant nationaux qu'internationaux. Il faut un audit du fichier électoral avant toute élection. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont prévu ça dans leur calendrier. Vous comprenez? C'est dans les calendriers. La date est déjà passée. Donc, nous disons que c'est impossible. On reste alors toujours dans ce premier préalable de l'opposition. Vous parlez de l'enrôlement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été mieux qu'on fasse carrément l'identification de la population comme suggéré dans le temps? Mais bien sûr, nous avons la loi. Ça s'appelle la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, pas de la population. La population, vous parlez de recensement. Non, le recensement se fera pour quand on aura le moyen et le temps. Là, et aujourd'hui, quand on leur demande de faire l'enrôlement, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Mais les recensements qui devaient faire, les 400 millions prévus des dollars, prévus pour le recensement, ça se trouve où? Non, nous disons que les recensements, c'est une activité intéressante pour le pays, mais c'est une activité coûteuse et longue. Pour l'instant, nous avons simplement besoin de l'opération d'enrôlement. D'ailleurs, du reste, prévu dans les calendriers de la CENI, ils ont dit que de janvier à avril 2016, ils vont procéder à l'enrôlement pour aller aux élections de 2016. Nous, ce que nous leur demandons, qu'ils ramènent cette activité-là maintenant pour avoir les ciments, la fondation solide, c'est-à-dire un fichier électoral crédible. Sans fichier électoral, nous ne participerons pas à cette arnaque. On va vous prendre au mot, hein, M. Fayou, le deuxième préalable. Non, oui, deuxième préalable, c'est les calendriers électoraux. Nous avons fait une contre-proposition. Nous devons savoir, nous participons à quelles élections. Nous avons dit simplement, élection provinciale, oui. Vous avez mis ça octobre 2015, nous sommes d'accord, allons-y. Élection locale, non. Le pays ne peut pas... La démocratie, à la base, ça n'intéresse pas l'opposition. Ça veut dire quoi? Être proche de la population de l'arrière-pays, c'est quand même... La RDC, c'est quand même 2 345 000 km². Vous pensez que les députés provinciaux
ne sont pas là pour être proches de la population. À Gombe, ici... C'est pas forcément un bon exemple, nos députés provinciaux. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi vous dites que ce n'est pas un bon exemple? Parce que si les gens ne font pas leur travail, c'est la faute à qui? C'est pas la faute au peuple. C'est pour cela que nous disons, la première chose à faire, c'est consolider ces niveaux d'institutions. Consolidons les assemblées provinciales. Consolidons les gouvernements provinciaux. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Consolidons l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand il n'y a pas de rétrocession, quand il n'y a pas... Là, ils ont quand même des mains liées. Vous me donnez encore des arguments. Quand il n'y a pas de rétrocession, quand l'article 175 de la Constitution n'est pas respecté, que peuvent-ils faire, vous dites? Mais quand vous allez avoir les assemblées locales partout, les gens qui ont été élus, qui ont un mot à dire, vous allez les payer combien et comment? J'ai fait un papier, j'ai écrit à tous les députés, à tous les parlementaires, députés et sénateurs, le 20 janvier 2014, pour leur dire attention, les élections locales sont provoquées par les systèmes actuels, sont voulues par Malou Malou et ses acolytes, simplement pour désarticuler les pays. C'est fait à dessein pour qu'il y ait des troubles après, et vous le savez. Donc ces gens-là vont être élus. Il y aura des tricheries, et ça va poser des problèmes. Il n'y a pas de système aujourd'hui pour tenir compte et pour éviter ces problèmes. Donc nous nous disons, non, il faut postposer ça. Et un gouvernement mais on ne fait que responsable. ça, M. Fayoulou. En 2016, on l'a fait. En 2011, mais il n'y aura jamais le bon moment, le bon timing pour organiser ces élections. Vous venez de me dire que font les assemblées provinciales, on ne le voit pas. Et même les députés nationaux, des fois, on dit que là où ils ont été élus, on ne les voit pas. Vous me dites ça? Mais vous allez créer ça, finalement, pour quoi? Juste pour créer qu'ils soient des figurants, ils n'ont pas de frais de fonctionnement. C'est constitutionnel, c'est prévu. Mais tout ce qui est constitutionnel, ça ne veut pas dire que vous l'appliquez demain, ou vous le mettez en place demain. C'est pour cela. Mais vous savez, dans notre pays, suivez et faites un peu le droit comparé, la décentralisation dans notre pays. Ça fait 50 ans que certains pays sont encore dans la décentralisation et sont en train d'appliquer ou de se conformer à la Constitution ou de vouloir, comment dire, appliquer ce qui est dans leur Constitution. C'est qu'il faut aller mollo, étape par étape, mais bien. Commencer quelque part. Tout à fait. Nous avons commencé. Surtout avec le découpage, puisque vous faites allusion à ça. Donc, par exemple, par rapport au découpage, et on a bien fait de commencer quand même le processus. Non, mais écoutez, Élisée Oudia, j'ai posé la question à M. Évariste Bouchab. Si la RDC était sa propriété privée, est-ce qu'il allait procéder comme ça? Si c'est votre entreprise, si c'est votre famille, vous devez que vous gérez, est-ce que vous pouvez vraiment, en âme et conscience, aller découper? Tous les gouverneurs sont contre. Certains n'aiment pas le dire. Mais parce qu'ils étaient quand même de Roitelet, ils voient ils se voient perdre une partie de leur pouvoir. Normal qu'ils ne soient pas contents. Mais non, c'est pas ça le problème. Il ne faut pas toujours voir les problèmes, comment dire, dans ce sens-là. Mais vous allez, comment dire, découper la province du Bandundu en 3. Kenge sera le chef-lieu de province. Vous allez découper la province de l'Équateur en 4. Bouende sera le chef-lieu de province. À Bouende, qu'est-ce qu'il y a là-bas? À Kenge, quelle infrastructure il y a là-bas? Vous savez qu'une entité administrative, une entité politique, et cette entité doit vivre des taxes. C'est-à-dire c'est les contribuables. C'est pour cela qu'on permet aux provinces de lever des impôts et des taxes. Certains impôts et certaines taxes. Ok, pour vivre. Mais qui va payer les taxes à Kenge? Qui va payer les taxes à Bouende? Quelle activité il y a là-bas? Quelle infrastructure il y a là-bas pour faire là? Non, écoutez, le problème, c'est que tout le monde le sait. J'ai suivi chez vos confrères dans une radio ici et les Congolais se sont exprimés. Ils disent que c'est précipité, c'est fait à dessein pour créer des troubles. Ça fait 10 ans qu'ils disent ça, mais l'expérience quand même du Grand Kivu, ça a pourtant marché. Le Grand Kivu à l'époque, qu'on a morcelé au nord, sud et puis le Maniema, ça a plutôt marché. Quel était l'état du pays? Et c'était 3 provinces, donc une province divisée en 3. Et puis on a vu les autres. Quel était l'état du pays? Et on a mis des gouverneurs, les gens ont travaillé. Et aujourd'hui, quel est l'état du pays?
Vous avez un budget de 5 milliards de dollars. Je parle du budget exécuté en 2014. La rétrocession n'arrive pas. Et demain, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 5 milliards? Vous ramenez en 1962, quand il y a eu les provinces 7, où on voyait que ces gens-là, au lieu de rester dans leur province, ils passaient le temps ici, à la capitale, à Kinshasa, pour demander de l'argent. On a vu des gens ici se battre à Kinshasa. J'étais enfant. Des gens se battre ici à Kinshasa parce que les tels gouverneurs et les tels présidents de l'Assemblée nationale, et les gens ne se mettaient pas d'accord. Non, je dis que ça c'est un moyen. Et nous avons dit, vous savez, ça c'est mon dada. Et j'ai toujours dit, les systèmes ici, Kabila, est en train de multiplier les initiatives pour les glissements, c'est-à-dire pour permettre à Kabila de demeurer au pouvoir. On va essayer de voir si l'opposition peut-être il sera pour beaucoup. Si glissement il y a, on parlait du calendrier. Deuxième, j'étais au deuxième préalable. Calendrier, le troisième. Calendrier, c'est-à-dire calendrier consensuel, le troisième. Mais la CENI a été mise en place par une loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Mais cette loi a un esprit et la lettre. Mais la composition du bureau, on a dit il faut que le président du bureau vienne de la société civile. Et ainsi de suite. Pourquoi? Pour assurer sa neutralité. Donc la neutralité de l'institution. Il y avait des contrepoids. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Le vice-président, qui n'était pas du même bord que le président, il a vu que le président commençait à s'aventurer, à faire n'importe quoi. Il a dit que c'est pas comme ça. Et c'est un contrepoids. Il a claqué la porte. Et c'est ça qu'on demande aux membres de la CENI. Si une composante ou quelqu'un qui vient d'une composante commence à édicter sa loi, parce que lui on lui dit ailleurs, voici ce qu'il faut faire, et il l'amène à la CENI pour que ça soit parole d'évangile, les autres doivent dire non. Alors, Malou Malou est malade. Tout le monde peut être malade. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais aujourd'hui, il est malade plus de 3 mois. Tout est signé par M. Pungwe. Et il est membre du PPRD. Donc l'équilibre n'existe plus à la CENI. Donc il faut cet équilibre-là. Vous exploitez la maladie de M. Malou Malou. Est-ce qu'il n'y a pas une charte? S'il vous plaît. Non. Ça veut dire quoi? J'ai exploité la maladie de Malou Malou? L'opposition donne Quelle la opposition? pression. Non. Quelle est l'opposition? Non. Il faut être sérieux. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement. Mais si lui veut, d'une façon détournée, exploiter la maladie de Malou Malou, ça c'est lui. Personne dans l'opposition a exploité la maladie de Malou Malou. On a simplement dit que M. Malou Malou est malade. Il n'est pas au bureau. Donc, il faut trouver, si c'est 1 mois, 2 mois. Bon, maintenant, nous ne savons pas, ça fait déjà plus de 3 mois. Est-ce que ce sera 4 mois? À la CENI, on nous a dit qu'il revient dans 1 mois. Et nous avons dit, ok, nous avons pris acte. Pour vous dire qu'on n'exploite pas cette maladie. Nous avons pris acte. Mais si dans 1 mois, il ne vient pas... Quelle est votre proposition? Mais notre proposition, il faut que la CENI soit rééquilibrée. Il faut que la société civile, en tout cas l'Église catholique, puisse proposer quelqu'un en remplacement de Malou Malou. Si on nous dit que Malou Malou sera dans l'incapacité, s'il sera dans la capacité, il a ses moyens pour recouvrer. Et là, nous continuons. Vous savez que nous sommes... comment dire, nous avons porté plainte contre Malou Malou. C'est ça, justement, j'allais vous poser la question. Oui. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui, parce qu'on vous entend en parler, c'est comme si vous êtes prête à accompagner, à travailler maintenant avec Malou Malou. Mais écoutez, il faut être logique. Il est là, nous avons porté plainte contre Malou Malou. Nous ne voulons pas de Malou Malou. Et il est là. Mais vous composez, vous faites avec. On ne fait pas avec, nous continuons chaque chose à son temps. Mais nous disons ceci, la difficulté qu'ils avaient avec notre plainte. Voici, Dieu sait faire des choses et notre difficulté s'ajoute. Cette difficulté s'ajoute. Qu'est-ce que nous faisons avec cette difficulté? Qu'est-ce que nous faisons? Donc la neutralité de la CENI. Et nous savons que ça n'a jamais été assuré. Et maintenant, c'est encore... la question se pose avec beaucoup plus d'acuité. Vous avez des membres du bureau, vous avez les membres de la plénière au niveau de la centrale électorale.
autant de garanties, mieux qu'au temps de Ngoï Mulunda, toujours pas suffisant. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence disant de Ngoï Mulunda? C'était exactement la même composition. Et c'est-à-dire, il y avait la société civile, la mouvance et puis l'opposition. Mais les gens, quand ils vont là-bas, ils font autre chose. Quand ils se disent que les gens qui sont désignés par vous, les politiques. Hein? Non, mais les politiques, non, mais les problèmes. Les gens qui sont désignés, mais on ne demande pas à ces gens-là de faire ce qui leur vient dans leur tête. On demande à ces gens-là d'être corrects. Mais quand un rapporteur, il dit qu'il est de l'opposition, il vous explique... Qui a coupé le cordon ombilical avec l'opposition. Hein? Mais c'est ça le problème. Mais quand c'est monsieur qui a coupé les cordons ombilicaux avec l'opposition, il vous explique, il vous dit que non, nous ne pouvons pas faire l'opération d'enrôlement parce que nous n'avons pas d'argent. Par ailleurs, quand on lui dit que non, mais vous avez prévu ça pour l'année prochaine, mais pourquoi vous ne ramenez pas? Il dit ah non, il donne des explications qui n'ont ni tête ni queue. Lui-même, il ne sait pas, il s'embourbe. Quand un membre de la plénière ou du bureau, qui vient d'un parti politique de l'opposition, qui vous débite en disant que non, nous avons fait l'opération de fiabilisation. Mais quand on lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire fiabilisation? La fiabilisation, je vais vous dire, la fiabilisation ne peut pas venir avant l'audit. La fiabilisation, c'est une opération, quand vous faites l'audit, d'abord interne, vous regardez ce qui se trouve là-bas, et puis vous faites un audit externe, là tout le monde voit, et l'audit amène les résultats. Voici le point fort, voici les points faibles, et voici les recommandations. Et quand maintenant vous corrigez les points faibles, et là l'audit et les fichiers est fiabilisé. C'est ça. Donc on a à la CENI des gens qui ne sont pas rodés sur les questions électorales. C'est ça en fait le problème, c'est que ces gens-là, ils vont recevoir l'argent et ils commencent à chanter. On leur dit, voilà, il faut répéter comme un perroquet, ceci, et ils répètent. Quand quelqu'un, un membre du bureau de la CENI, vous dit que non, nous avons regardé, parce qu'on nous a dit qu'il y avait 32 millions, mais nous avons constaté qu'il n'y avait pas 32 millions. Un membre du bureau. Et donc nous devons corriger et tout ça. Mais j'ai dit, mais ça c'est la tricherie. Voilà comment on veut tricher. On veut dire à toute la population, cette affaire ne vaut absolument rien. Mais non, on ne pourra pas nous avoir. C'est pour cela que nous nous disons, au niveau de l'opposition, que nous sommes totalement d'accord pour aller aux élections. C'est un principe. Vous ne cherchez pas des faux fuyants comme ça, des élucubrations, comme vous l'aimez le dire, en posant ces préalables-là. Lesquels faux fuyants parce que, écoutez, les gens ont compris. Vous devez aller... Non, il n'y a pas de faux fuyants. Nous devons aller aux élections. Tout le monde veut que ces élections ici soient crédibles. Pour qu'elles soient crédibles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elles soient transparentes. Pour qu'elles soient transparentes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un fichier électoral sur lequel tout le monde se met d'accord. On n'a pas de fichier électoral. D'ailleurs, la résolution 2211 des Nations Unies le dit très bien. Il faut mettre à jour les fichiers électoraux. Alors, les listes électorales, c'est dit comme ça dans la résolution. Mais comment mettre à jour les listes électorales et si il n'y a aucune opération qui n'est faite sur le terrain? Comment? Alors c'est pour cela les jeunes gens, congolaises et congolais, vous disent que ça ne les concerne pas. Parce que c'est vous, l'affaire de vieux. Vous voulez aller vous partager les postes, c'est ça que nous apprenons. Parce que ici, c'est très dangereux. Alors, il y a des gens qui disent que tout est déjà arrangé. Tout est arrangé. On veut revenir au soi-disant système 1+4. Il y a même certains partis politiques de l'opposition à qui on dirait, bon ben voilà, passez pour des faire-valoir, vous allez là-bas, donnez vos membres, présentez des candidatures, et comme ça, on va vous donner quelques positions, on va vous donner quelques députés provinciaux, et on dira, mais voilà, tel parti est passé, et vous allez légitimer l'affaire. Nous disons non. Quelque temps après, je crois que vous avez été reçu le 20 au niveau de la centrale. Un peu plus d'une semaine après, on a vu quand même la centrale, le bureau de la CENI, essayer de proroger la date, en tout cas, de l'opération de réception et traitement de candidatures pour les provinciales. Ce n'est pas là des gages de bonne foi que la CENI veut vraiment assez que tout le monde...
La CENI tient à organiser des élections inclusives. Non. La prorogation de la CENI n'a rien à voir avec notre mémo qu'on a déposé à la CENI. Parce que par rapport à notre mémo, nous avons reçu un communiqué de la CENI qui a dit, que la CENI a dit qu'elle était en train d'examiner ce que nous avons dit. On n'a pas encore de réponse et nous avons encore écrit. Nous avons écrit pour dire à la CENI qu'on lui donnait 48 heures. Ok? Donc nous attendons lundi, mardi pour que la CENI nous dise. La CENI a prorogé parce que ils savent, tout le monde sait bien que même leur parti n'était pas prêt. Leur parti n'était pas prêt. Le parti de la CENI, la CENI n'a pas de parti quand même, monsieur Fayulu. Mais bien sûr, la CENI, c'est une affaire qui est dirigée par un parti politique de ces pays et c'est connu par une mouvance politique de ces pays. Donc, comme ces gens-là n'étaient pas prêts, et ils ont prorogé, mais la CENI a donné la raison. D'ordre logistique Non, la CENI a dit que les candidats n'ont pas pu atteindre les bureaux, les lieux de dépôt des dossiers. Mais dites-moi, à Kinshasa, est-ce qu'il y a un problème pour aller à Imika, pour aller dans ces centres ici à Kinshasa? Ils ont reçu combien de dossiers? On vous voit frotter les mains parce que vous vous dites, mais tiens, notre opération de sabotage est peut-être en passe d'être réussie. Non, mais c'est pas un sabotage, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, nous sommes des responsables, il faut se comporter en responsable. Il n'y a pas de sabotage. Nous avons dit que nous allons aux élections. Nous irons aux élections. Et nous n'avons pas peur. Mais tenez, en 2011, vous avez dit ici, Ngoï Mulunda, oui, ils ont peur des élections. Mais nous avons gagné ces élections, oui ou non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la tricherie? Kinshasa, les fichiers électoraux, donnaient 3 400 000 électeurs. Et quand nous sommes allés voter, les Kinois ont voté simplement pour 1 800 000. 1 800 000. Et vous voyez ce qui s'est passé. Donc le poids de Kinshasa n'existe presque pas. Donc c'est pour cela, nous disons que pas de glissement. On n'aura pas de glissement parce que comme la CENI a prévu cette opération d'enrôlement de janvier à avril 2016, faisons-le maintenant. Nous pouvons accepter, parce que si on le fait maintenant, et du reste, nous trouvons déjà des Congolais. Il y a des Congolais, il y a un Congolais qui est professeur à MIT, à Boston, qui propose une solution pour enregistrer les électeurs à un moindre coût. Donc, nous allons demander à la CENI de contacter ses compatriotes savants et pour le faire. Ce sont des suggestions qui peuvent ou ne pas être prises en compte par la CENI qui tient également qui tient à son indépendance quand même. C'est quoi l'indépendance de la CENI? Ne pas subir des injonctions, surtout venant de part et d'autres. Venant de l'opposition. Des parts et d'autres. Subir les injonctions d'une autre famille politique. Ça reste à prouver. Mais c'est, écoutez, tout ce qu'elle a... Pourquoi ils parlent le même langage? Pourquoi la CENI et l'autre partie de la classe politique parlent le même langage? Pourquoi la CENI et l'opposition et la société civile donc ne parlent-ils pas le même langage? Alors, M. Fayulu, on parle de glissement, non au glissement, l'opposition dit non au glissement, on parle du processus électoral, un coup d'œil à ce qui se passe chez nos voisins au Burundi. Quelle est l'interprétation de l'opposition, pas de l'opposition tout entière, mais du coordonnateur des FAC et président national de l'ICD que vous êtes par rapport à ce troisième mandat, mais à cette candidature qui fait beaucoup de morts au niveau de Burundi? Comment vous arrivez à analyser Non, mais je cela? félicite le peuple burundais qui a refusé l'imposture. Je félicite le peuple burundais. Ils ont observé une trêve, ils ont dit qu'ils vont reprendre. Ils vont reprendre. C'est de l'insurrection quand même. C'est pas encouragé. Vous savez de quoi l'insurrection? Quand M. Kourouziza il signe des accords et ne respecte pas ces accords-là, vous appelez ça quoi? Vous appelez quoi ça? C'est lui qui est le fauteur de troubles. C'est lui qui occasionne des troubles. Il doit être poursuivi. Donc, je dis que le peuple africain a compris. Le peuple africain, ce n'est pas comme on disait ici, ah oui, le peuple congolais n'est pas comme le peuple burkinabé. Et oui, là-bas au Burundi, on dit que non, le peuple burundais n'est pas comme le peuple burkinabé. Quand nous avons ici, les Congolais ont manifesté la semaine du 19 janvier,
Au Burkina, on dit que non, ça ne se passera jamais ici. Et vous voyez, et je peux vous le garantir, que nulle part en Afrique, on laissera des situations comme ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. Les Burundais ont dit non, les Congolais diront non, et vous allez voir dans les jours à venir, si la situation ne s'améliore pas, les Congolais vont prendre les responsabilités. Et du reste, les Congolais prendront les responsabilités en conformité totale avec l'article 64 de la Constitution. On ne souhaite même pas qu'il y ait insurrection. Qu'est-ce que vous appelez insurrection? Quand la Constitution vous dit et vous donne les devoirs, et vous, si vous n'obéissez pas aux devoirs que vous donne la Constitution, c'est vous qui êtes contre la loi. Bon, de toutes les façons, il faut qu'on se le dise, la RDC n'est pas concernée. Il n'y a pas de similitude entre ce qui se passe au Burundi et ce qui se passe ici, parce que nous, au moins, on a la garantie, une preuve que le président n'a pas affirmé haut et fort qu'il allait se présenter pour la 3e fois et qu'il a toujours dit qu'il allait s'en tenir à la Constitution. De moi, de ce côté-là, on n'a pas d'inquiétude à se faire. C'est vous qui le dites. Et toute dernière question, parce qu'on doit bientôt terminer. On a célébré le 30 avril, la journée de l'enseignement, mais également le 1er mai, la journée de travail. Silence radio du côté de l'opposition. Les questions, ces genres de questions ne vous intéressent pas du tout. Vous, c'est juste... Vous, c'est vraiment les élections et comment accéder au pouvoir. Bien sûr, il y a des fondamentaux. Alors, commençons par le 1er mai. C'est les travailleurs qui fêtent. Il y a combien de travailleurs au Congo? Quel est le taux de chômage au Congo? Quel est le nombre d'emplois créés chaque année au Congo? Vous vous exprimez pas beaucoup sur ces questions, à moins qu'on vous pose des questions. L'opposition, quand même. Élisée Odia, vous voulez qu'on s'exprime comment? Quand on vous dit ici tout le temps, même sur ces plateaux, quand on dit ici que le monsieur le Premier ministre dit des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, quand il se vante des accomplissements des taux de croissance de 7-8% ou je ne sais pas, et que cette année on aura la croissance à double chiffre, mais nous nous disons, mais ça c'est pas les métriques qui doivent avancer. Ce n'est pas ça. Nous disons clairement, dites-nous, monsieur, combien d'emplois vous avez créés? Combien d'étudiants ont terminé les études universitaires l'année dernière et combien ont trouvé du travail? Ce sont des choses comme ça qu'il faut nous dire. Mais ça, on le dit tout le temps. Ça, on le dit tout le temps. Quelle est la production intérieure du Congo? Quelle est la richesse produite ici au Congo? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous faites? La création de richesses au Congo? C'est des questions que nous posons tout le temps. Mais ces questions-là, vous ne pouvez pas les poser dans le vide. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas et qui ne comprennent pas ces raisonnements. Mais il faut simplement, maintenant, parce que prendre le pouvoir par cette voie démocratique qui est les élections, et avant cela, présenter au peuple congolais son projet, son programme, sa vision, son ambition pour le Congo. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Très rapidement, un mot à ces téléspectateurs qui vous ont suivi ce soir. Mais vous avez parlé de l'enseignement. Très rapidement. L'enseignement, quel enseignement? Est-ce qu'il y a la qualité dans l'enseignement? Il y a la qualité. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité? Ce que je dis au peuple congolais, c'est que le peuple congolais, il ne faut pas suivre des gens qui veulent nous déstabiliser, c'est-à-dire déstabiliser notre pays. Ce pays a un avenir, mais nous constatons malheureusement que nous avons des frères et sœurs qui ont pour objectif de désarticuler les Congos avec des projets tels que le découpage précipité, avec des projets tels que déranger les élections, ne pas donner aux Congolais des élections transparentes. Donc il faut refuser ça parce que c'est vous, c'est le peuple qui est le moteur de tout, et c'est le peuple qui reçoit, et c'est le peuple qui donne, et c'est le peuple. Et d'ailleurs, le professeur Thierry Landou, je crois que je vous recommande ça, vient de faire une réflexion magnifique sur les élections. On n'a pas le temps, mais je recommande, vous allez à vos téléspectateurs, de lire cette réflexion du professeur Thierry Landou sur les élections dans notre pays. Merci.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Je sais que vous étiez nombreux à nous écrire. Rappelez-nous au numéro affiché en bas de l'écran par le biais de notre adresse par Facebook, adresse mail. Vous pouvez également suivre cette émission par le biais sur notre YouTube, magazine UHC. Vous pouvez tout suivre et je rappelle ce que j'ai dit tout au début de cette émission. Elle est dédiée à tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Une pensée à ceux qui sont encore détenus, mais ceux qui ont été quand même décapités. Il y en a eu énormément de l'année passée, en fin de l'année passée jusqu'en début de cette année, partout ailleurs dans le monde. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision Haute Définition. On se dit au revoir et à dimanche prochain.